Bonjour Régis Lamotte. Bonjour. Alors, j'ai vu que vous avez fait un livre et que vous êtes extrêmement connu dans un domaine particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre domaine? Le domaine particulier de, entre autres, l'hypnose. D'accord. Je pratique depuis des années, ayant été formé par les assistants d'Erickson, Milton Erickson, et donc qui est une pratique quotidienne de ma pratique thérapeutique. Et j'utilise, je dirais, 80% du temps dans ma pratique thérapeutique. Comment vous êtes rentré dans l'hypnose? Parce qu'il y a plusieurs formes d'hypnose. Alors, je ne sais pas si j'y suis rentré ou si j'y étais déjà. Donc, d'accord. C'est difficile à dire. Je me souviens d'être une fois en formation. Je faisais de la programmation neurolinguistique et deux de mes enseignants sont venus me voir, qui me voyaient en train de faire un exercice avec un collègue, et ils m'ont posé la question: depuis quand fais-tu de l'hypnose? J'étais un peu étonné de la question, et effectivement je me suis rendu compte que j'avais une manière d'utiliser en tout cas les structures du langage qui était très très hypnotique, et donc c'était quelque chose qui était un peu naturel chez moi. Et quand j'ai commencé à aborder cette approche, surtout l'approche d'Erickson qui est exceptionnelle, c'était effectivement pour moi quelque chose de très naturel. Je suis quelqu'un qui est passionné de la voix humaine depuis longtemps, des textes, de l'écriture poétique, et je pense que ça c'était déjà un territoire initial qui m'a permis de rentrer dans le champ de l'hypnose d'une manière naturelle. Lorsqu'on sent, quand je parle avec vous, on ressent énormément d'abord de recul de plein de choses. Pour vous, tout est naturel, tout est normal. Quand on vous parle, oula, il y a un stress, ah bon, quel stress? Voilà, je dirais que j'ai un stress. Qu'est-ce que vous me répondrez? La question que je vous poserai, comment est-ce que vous avez fait pour construire ça? Bien, voilà. Effectivement. Et c'est ça qui me fascine, c'est votre naturel, tout est naturel. Et il faut simplement savoir poser la bonne question. Oui, les difficultés que nous avons quand un être humain a une difficulté ou un problème, si on peut appeler ça comme ça, j'utilise plus souvent le mot difficulté que problème. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que pour moi, problème, d'abord, ça cristallise déjà la chose, alors que difficulté, ça a un sens beaucoup plus provisoire. Un problème ou une difficulté, c'est pas une réponse qu'on cherche à avoir ou une réponse qu'on a du mal à avoir sur quelque chose, c'est que simplement qu'on ne pose pas la bonne question. Et tant qu'on ne pose pas la bonne question à un problème ou à une difficulté, la difficulté ou le problème reste. Je vais être très pragmatique. Un mécanicien qui est avec son moteur, s'il ne pose pas la bonne clé ou le bon tournevis, ça ne va pas fonctionner. Il aura toujours le même problème et la même difficulté. Donc voilà. Et la question qu'il se pose lui en tant que mécanicien, quel outil j'ai besoin? C'est tout. Il ne se pose pas d'autres questions que celle-ci. On est d'accord. Donc en fait, l'être humain se complique la vie. Alors l'être humain est une nature complexe, comme la nature environnante est complexe, et nous avons tendance à la compliquer. On est bien d'accord. Ce sont deux réalités différentes. Qu'est-ce qui fait la différence entre le complexe et le compliqué? C'est que le complexe a une organisation, une structure, je dirais, qui est cohérente. Alors que le compliqué a une organisation totalement incohérente. Voilà. Lorsque on entend, quand je vous entends dans votre manière d'expliquer les choses, ça paraît tellement évident qu'on se dit mais pourquoi en fait on s'autoflagelle, l'être humain? Disons qu'on s'autoflagelle pas. On se détruit. On essaye de comprendre plusieurs choses. Par exemple, quand quelqu'un a une difficulté ou un problème, si on prend ce terme-là, il va se poser des questions à plusieurs niveaux. Vous avez raison. À plusieurs niveaux. Il va se poser les questions du pourquoi. Première question qu'on va se poser, et c'est très occidental de se poser les questions du pourquoi, et en psychologie, on a beaucoup posé les questions du pourquoi. Puis après, il va se poser la question comment résoudre. D'accord. Ça va être dans le présent. Et après, il va se poser une autre question, peut-être, comment faire différemment. Mais s'il mélange les trois, il ne va rien trouver. Oui. Donc à un moment donné, l'important c'est de séquentialiser. C'est-à-dire si je pose la question du pourquoi, l'origine du problème ou de la difficulté, ça ne me donnera pas les solutions pour changer. On est bien d'accord. Et ça ne me donnera pas non plus comment je vais faire dans le futur, qui fait que l'imaginaire du futur va diriger mon présent. On est aussi d'accord.
Donc ce qui est important, c'est où on se pose les questions et lesquelles on se pose. Si on n'arrête pas de se poser la question du pourquoi, on retrouve les origines. Mais ce n'est pas parce qu'on a trouvé l'origine d'une difficulté qu'on sait comment faire autrement. C'est pas parce qu'on a trouvé le comment faire autrement qu'on sait imaginer le différent dans le futur. Et c'est toutes ces manières de penser qui sont importantes et de séquentialiser nos manières de questionner. Eh bien là, je suis absolument d'accord et c'est vrai qu'avec le temps et l'expérience, on parvient à comprendre que ce qui était peut-être immense, en fait, n'était rien à la base. Ben, disons que c'est pas que c'était rien. Dans le moment où on le vit, c'était énorme. C'est important. Un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il s'écrase la tête contre la table en bois du salon, parce que tous les adultes ont fait des tables à la hauteur d'un enfant qui apprend à marcher. On est bien d'accord. C'est certain. C'est terrible, ok. C'est terrible au moment où il vit ça. Oui, parce qu'il a mal. Il a une douleur, et en plus, il n'a jamais vécu une douleur aussi intense. Prenez la même personne 30 ans après, il ne se souvient même plus de sa douleur. On est bien d'accord. Elle a complètement disparu. Simplement, elle était proportionnelle à son expérience de l'instant. Et au fur et à mesure qu'il a intégré cette expérience, il en a fait quelque chose d'utile, mieux se connaître, mieux connaître l'environnement, changer son rapport à l'environnement. À partir du moment où il a acquis ces savoirs-là, effectivement, elle est intégrée, l'expérience. Quand on a une souffrance, c'est qu'on n'a toujours pas intégré une expérience. Le jour où on l'intègre, elle fait partie de nos savoirs. Et tant qu'elle n'est pas intégrée, tant qu'on la refuse, tant qu'on ne veut pas savoir ça, tant qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, tant qu'on est dans une opposition à l'expérience, on ne peut pas l'intégrer. Et donc, elle continue à être énorme. Donc là, j'ai vu aussi que vous avez un livre que vous avez édité, donc Le deuil intérieur, l'accompagnement de vie. Quel est au moment où vous l'avez écrit, c'était par rapport à quelque chose que vous viviez intensément? Pas exactement, c'est que lorsque je l'ai écrit, alors il y a une particularité de l'écriture de ce livre, c'est que lorsque ce livre est sorti, et je l'avais auto-édité, je ne vais pas trouver d'éditeur, c'est pas un problème. 3 jours après la sortie de ce livre, mon père est décédé. C'était étonnant ça. C'est assez étonnant et le premier exemplaire d'ailleurs est parti avec lui à l'incinération. Génial. Voilà, c'était le premier... C'était l'accompagnement que je continuais à avoir avec cet homme. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? Simplement, c'est que j'avais une expérience des personnes vivant des deuils. Et je m'étais posé une question assez importante pour moi. Qu'est-ce qui faisait la différence que certaines personnes intégraient cette expérience et d'autres pas? Certaines l'intégraient comme quelque chose entre guillemets de naturel, et d'autres ça leur prenait 10 ans, et même parfois impossible. Alors je me suis posé la question, il y a ce qui se passe à l'extérieur, quand on perd une personne, mais il y a qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on en fait dedans? Qu'est-ce qu'on en fait de ce deuil, oui? À l'intérieur, de nous. Et un jour j'ai eu face à moi une femme qui avait perdu son fils, que je connaissais bien, qui était décédée d'une rupture d'anévrisme, il devait avoir 22 ans. Et elle était en face de moi et je lui ai posé la question, je ne sais pas pourquoi je lui ai posé cette question, mais c'était comme ça. Où est-ce qu'il est? Et elle m'a juste fait le geste, je ne sais pas. Et oui, il était en face. Et son fils était en face d'elle. Et bien sûr, une mère qui perd son enfant, il reste devant elle. Bien sûr. Parce qu'un enfant, il va être devant. Puisque la continuité de la vie va être devant, nous on va être derrière. À l'arrière. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est sa place? Sa place. Je dis, parce que lui, maintenant, où est-ce qu'il est? Il est derrière. Donc on ne peut pas le mettre dans la représentation mentale d'un futur, puisqu'il n'est plus dans le futur. Et tant qu'elle le mettait dans le futur, en fermant les yeux, dès qu'elle ouvrait les yeux, il n'y avait plus cette lettre. La disparition de ce qu'il imaginait créait la souffrance. Et à partir du moment où elle a pu le mettre derrière, au lieu de penser à son absence dans le futur, elle a pensé à sa présence derrière elle. D'où l'importance des mots. L'importance des mots et l'importance de comment, à l'intérieur de nous, on crée la mémoire de la représentation mentale de celui ou de celle qui a été. Qu'est-ce qu'il est devenu à l'intérieur de nous. Donc c'est dans ce sens-là que vous avez écrit ce livre. C'est dans ce donc le deuil intérieur. Et à partir de cette expérience première avec cette femme, j'ai questionné toutes les personnes qui venaient avec une difficulté
par rapport à un deuil. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui posait d'abord difficulté, c'était comment est-ce qu'était représentée la place de l'autre qui n'était plus là. Et à partir de ce moment-là, je les accompagne dans faire ce deuil intérieur qui est déplacer la représentation mentale de la personne disparue de façon à ce qu'il n'y ait plus la source de la souffrance. J'ai vu également que vous avez fait pas mal de CD permettant aux gens, lorsqu'ils ont par exemple des addictions, ça peut être pour le tabac, ça peut être aussi, j'ai vu que vous faisiez aussi pour la résilience. Alors qu'est-ce que vous entendez par le mot résilience? Alors résilience, j'entends par résilience, j'évoquais tout à l'heure la notion d'intégration de l'expérience. Je pense qu'on peut être résilient, à savoir être dans le pardon, être dans l'acceptation, à partir du moment où on a intégré une expérience. D'accord. Et accepté. Là, on peut être résilient. Tant qu'on est toujours en opposition, j'appelle ça les 3 R, en regret, en remords ou en rancune. Ah, ça marche bien, effectivement, oui. Tant qu'il y en a un des 3, oui. On ne peut pas être résilient. D'accord. Le jour où on dit ça a été, et on accepte ce qui a été, parce que c'est, on est dans l'acceptation de l'être, de ce qui est, à ce moment-là, effectivement, on peut rentrer dans une zone de résilience qui est d'avoir un regard non plus de regret, ni de remords, ni de rancune, mais peut-être un regard aimant, compassionnel, d'acceptation. Et donc pour moi la résilience c'est cela. Et effectivement, dans le CD que j'ai fait de la résilience, c'est une structure que j'ai mise en place au fur et à mesure que j'accompagnais des gens dans des problématiques qui nécessitaient une résilience. Et j'ai créé ce CD avec l'idée de créer une structure mentale qui permet de créer le processus mental de la résilience. Et tous les CD d'ailleurs sont sur cette logique-là, que les personnes non pas fassent une relaxation, et ça peut être pertinent de faire ça, mais qu'ils puissent acquérir en eux un processus mental qu'ils vont utiliser dans d'autres situations que la seule situation où ils entendront ce CD. D'accord, donc c'est une personne qui va écouter un CD que vous avez enregistré va pouvoir permettre de lâcher des peurs, des angoisses, voilà, dans l'inconscient. Voilà, créer le processus mental qui va devenir comme un apprentissage de soi dans sa manière de se gérer intérieurement. C'est génial. Et c'est pédagogique pour moi. Bien sûr. Ce sont autant des CD où on peut faire quelque chose avec soi-même, et qui sont aussi une pédagogie de la conscience, que j'appelle une pédagogie de la conscience, du mental et de la conscience du mental. Où est-ce qu'on peut les trouver, vos CD? Alors, soit sur le site regislamotte.fr, soit la Guilde du Succès qui aussi diffuse ces CD, donc ils sont accessibles, disponibles. Mais c'est bien, merci. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir. Et votre livre également se trouve... Le livre est également disponible aussi sur le site regislamotte.fr. Très bien. Merci beaucoup, Régis Lamotte. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir de vous accueillir. À bientôt. Au plaisir. Merci.